Bonjour tout le monde, bienvenue à notre commentaire sur les marchés. C'est Fabrice et Jonathan encore une fois ce mois-ci. Bonjour. Nous avions quelques petits points pour vous aujourd'hui, donc directement vif dans le sujet. On voulait décomposer un peu les rendements boursiers premièrement. La première chose qu'on peut remarquer sur ce graphique-là, c'est en 2022, on a eu des compagnies où la bourse les compagnies faisaient des profits. Donc en 2022, les gens avaient beaucoup de sous, les gens consommaient, tout le monde faisait de l'argent. Pourtant, on voit vraiment bien la partie négative de la bourse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde a des rendements négatifs dans leur portefeuille? Le ratio cours-bénéfice, donc c'est vraiment l'évaluation des titres. Donc les profits étaient valorisés moins cher à cause des hausses de taux d'intérêt. Tout le contraire en 2023. Donc ça, c'était le premier constat qu'on a eu. Donc les compagnies en 2023, moins de croissance des bénéfices, moins de sous. Mais par exemple, on voit vraiment le ratio cours-bénéfice qui a augmenté. Et c'est un petit peu ça que tu voulais nous parler, Jonathan, ce mois-ci, de un petit peu la valorisation des marchés. Oui, exactement. Juste commencer avec la prévision des rendements 5 ans. Là. Fait que la mise à jour qui est faite par le bureau chef des placements de la Banque nationale 2 fois par année, fait qu'à tous les 6 mois. Donc, voici la mise à jour qu'on a eue récemment. Quelque chose qu'on peut remarquer du côté des actions, donc complètement à droite, là, le rendement anticipé. On rappelle que c'est un rendement moyen annuel, là, donc pour les 5 prochaines années. On parle d'un rendement de 6,9 % qui est anticipé pour l'ensemble des actions mondiales, alors que dans le passé, on était plus proche d'un 12 % là, par année quand même. Fait que c'était largement au-dessus des moyennes historiques également. Et à l'inverse, du côté des obligations, à l'extrême gauche, on peut voir que le rendement a corrigé un petit peu à la baisse là, par rapport à la dernière mise à jour qui prévisionnait en fait un rendement de 5 % par année. Là, on est plutôt rendu à 4,4 %. L'explication est assez simple. On a commencé à avoir des baisses de taux. On a déjà cristallisé du rendement là, au niveau des obligations. Fait que c'est sûr qu'il en reste moins à aller chercher parce que le rendement qu'on a eu lors des 12 derniers mois était supérieur à 5 %. Donc, une partie qui a été déjà cristallisée. Au niveau des actions, ça n'a pas changé. C'est vraiment la même chose que lors de la dernière mise à jour. Puis, un des facteurs, en fait, qui va expliquer pourquoi le rendement va être inférieur que dans le passé, c'est vraiment au niveau de l'évaluation. Fait que Fabrice qui a bien mis la table, là. Les marchés ont connu, surtout aux États-Unis, vraiment une expansion de multiples. Donc, on paye de plus en plus cher là, pour les entreprises cotées en bourse, les actions qu'on veut acheter. Fait que c'est sûr que historiquement, quand la bourse se transige à des niveaux comme ça, la perspective de rendement futur va être réduite, tout simplement. Puis, on peut voir également là, sur le graphique plutôt à droite que effectivement, au niveau la petite partie en rouge, là, surtout si on regarde le S&P 500, on peut voir que la réévaluation, donc vraiment la fluctuation du ratio cours-bénéfice est dans le négatif. Donc, ce qu'on prévoit, c'est que ça va tirer un petit peu le rendement vers le bas, mais quand même, la croissance des bénéfices qui va être là et le dividende. Puis quand on prend les 3 facteurs ensemble, ça devrait quand même générer des rendements qui sont positifs. Là. Il y a beaucoup de monde qui disent que le marché est cher, mais peut-être qu'ils ont raison. On voit, comme tu dis, l'évaluation, mais en même temps, si les profits sont au rendez-vous... Exactement. Ouais. Une autre façon de le voir un petit peu, la valorisation, comme tu l'as dit, Jonathan, je pense que c'est ce graphique-là. On voit que dès que tous les points bleus dans ce graphique-là sont les points d'entrée du marché avec une valeur X. Là. Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est plus qu'on va à droite du graphique, plus qu'on achète cher le portefeuille, puis plus qu'on va en haut ou en bas, bien, plus que notre rendement long terme est élevé ou réduit. Ce qu'on peut remarquer en ce moment, c'est qu'à la valorisation actuelle, on verrait vraiment justement un rendement de la bourse un petit peu plus faible. C'est normal, vu qu'on achète un petit peu plus cher. Puis comme Jonathan l'a si bien dit, même s'il y a une corrélation directe là-dessus, ben, ça reste un rendement positif tout de même. Là. Il y a des opportunités quand même sur le marché, malgré le fait que le marché est cher. Exactement. Il y a quand même d'autres facteurs qui sont pris en compte dans la formule. Là. Fait qu'effectivement. Ensuite, la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait expliqué que le rendement à la bourse, surtout au niveau des États-Unis, là, était très concentré dans 7 entreprises, les 7 magnifiques, comme qu'on les appelle. C'est quand même quelque chose qui a changé un petit peu là, depuis notre dernière capsule. Donc, on peut voir qu'il y a eu quand même une correction
assez intense là, au niveau des 7 magnifiques qui ont quand même repris par la suite. Là. Mais encore plus important, c'est qu'on a vu vraiment la profondeur du marché qui a commencé à s'installer. Fait que les autres indices, autant le S&P 500 équipondéré, qui a commencé à bien performer là, que le TSX également. Et pratiquement tous les autres indices, incluant un petit peu les petites capitalisations qui continuent, par exemple, d'être un petit peu derrière. Là. Je pense que Fabrice va en parler un petit peu plus tantôt. Exact. Puis tu l'as mentionné, hein, c'était sur ta prédiction de la dernière capsule. Là, on avait dit qu'il y aurait sûrement un retour à la moyenne. Les mathématiques, à un moment donné, ça finit souvent par se retraduire. C'est le phénomène de la retour à la normale. Exact. Puis dernièrement, les élections, on parle beaucoup d'élections américaines. Le moment où cette capsule-là va sortir, les élections seront passées. Vous savez déjà, vous, auditeurs, c'est qui le président. Nous, présentement, on ne le sait pas. Mais Jonathan avait quand même un point intéressant là-dessus sur notre vision de gérer les portefeuilles à l'avenue de cette élection-là. Oui, exactement. Avec les élections qui sont demain quand même, là, fait que ça l'approche à grands pas. Un graphique qu'on voulait partager parce qu'on reçoit beaucoup de questions ces temps-ci. Est-ce qu'on devrait vendre avant les élections? Qu'est-ce qui va arriver si Trump rentre ou si Harris rentre? Fait en réalité, c'est super difficile à prédire et la chose la plus importante, là, c'est de toujours rester investi. Puis sur le graphique, ce qu'on peut voir, c'est la ligne qui est en gris, c'est un portefeuille qui est resté investi en tout temps depuis 1974, peu importe c'est qui le président. Et les deux autres lignes colorées, c'est un portefeuille qui aurait investi seulement quand un ou l'autre des partis était au pouvoir. Fait que, on peut voir que vraiment, ne jamais interrompre l'intérêt composé, laisser le portefeuille travailler autant des bonnes que peut-être des moins bonnes périodes, mais surtout pas de miser là, sur un événement politique parce que c'est très, très, très dur d'avoir raison sur ça. Oui, puis c'est pour ça que Trump ou Harris, nous, ça ne changera pas vraiment notre gestion pour les portefeuilles long terme, les objectifs de nos clients. Ensuite, on verra qu'est-ce que ça créera, la volatilité des marchés et tout ça. Est-ce que ça pourrait peut-être créer de la volatilité? On s'en attend pas, on ne sait pas. Peut-être, on sait pas. Hein? Je dirais qu'habituellement, c'est vraiment plus la situation économique qui va décider, là, qui va déterminer la performance des marchés et les bénéfices des entreprises sous-jacentes. Mais la politique, rarement un effet direct, là, à part peut-être créer un peu de stress. Hein. Suite à ça, on parle des risques avec la politique. On a parlé longtemps d'inflation aussi. Tu voulais nous en glisser un mot? Ouais, ben dans le fond... Le point à remarquer vraiment des deux graphiques, là, c'est qu'autant au Canada qu'aux États-Unis, on est de retour vraiment dans la marge cible là, de la Banque centrale. Donc, ça fait moins les headlines également. On en parle de moins en moins. Ce qui va vraiment plus être décisionnel là, sur la direction du marché, c'est plutôt l'emploi maintenant. Fait que, bon, on le sait, les banques centrales ont commencé à couper les taux. Maintenant, ils vont se concentrer plus sur leur deuxième mandat, vraiment, qui est de protéger l'emploi dans leur pays restrictif. Fait que ça va être intéressant de voir un petit peu comment ils vont pouvoir positionner ça. Mais définitivement, l'inflation est de retour dans la marge cible, pour l'instant, en tout cas. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Ouais. Bonne nouvelle, c'était l'inflation le problème, ensuite les élections, après ça, il y aura probablement autre chose aussi, on en parlait un petit peu plus tard, là, mais on voulait aussi, comme Jonathan a dit tantôt, on voulait parler un petit peu des petites capitalisations, le Russell 2000, là, qui est un indice de plus petites compagnies. On parle souvent du S&P 500, hein, les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un petit parallèle un petit peu, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues dans le passé. Hein. En 1990 à 2010, on voit un peu le Russell 500 par rapport au S&P 500 dans le graphique noir. Puis si vous regardez avec 2014 à 2024, la période de 10 ans qu'on vient de vivre, il y a quand même une similitude dans la façon où le S&P 500 a vraiment pris une vigueur, une longueur d'avance, on peut dire, par rapport aux petites compagnies. Et justement, en 2000-2010, qu'est-ce qui s'était passé par la suite? On voit vraiment là, qu'il y a eu
eu un avantage vers le Russell. Donc, le Russell a repris un peu de force. Et puis, on parle souvent 2000 à 2010 de la décennie perdue du S&P 500 et de la bourse américaine. Fait que c'est pas parce que les valeurs sont hautes puis qu'il y a un avantage qu'il n'y a plus de possibilités d'investissement. Des fois, c'est juste de redéfinir un peu nos objectifs. Fait que les petites compagnies, peut-être une porte d'ouverture qui va se créer éventuellement. Et justement, les raisons de ne pas vendre pour finir, des fois, on parle d'évaluation, on parle que la bourse est chère, on a parlé des élections, de l'inflation. On voulait juste vous mettre ce graphique-là. C'est un rappel, là, il y a beaucoup de gens qui ont vu ce graphique-là. C'est toutes les raisons de vendre depuis l'année 2009. Vous savez que depuis 2009, la bourse a performé incroyablement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de risque. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Puis malgré tout, ce qui est important, c'est de rester investi. Jonathan l'a mentionné tantôt, on le dit souvent, on répète ce message-là parce que c'est ça qui est le plus important, de rester investi. On ne peut pas prédire si un risque va valoir la peine de sortir du marché ou quoi que ce soit. L'important, c'est de rester investi. Puis la bourse va faire son œuvre, les compagnies vont faire des profits, puis on va gagner à long terme. Il y aura toujours un problème. Hein? Il y a toujours quelque chose qui fait les journaux, puis ça fait parler les gens. Mais au final, la bourse finit quand même par monter la majorité du temps. Ça crée la volatilité. Mais souvent, en fait, plus souvent qu'autrement, ça n'a pas d'impact majeur. Entièrement d'accord avec toi. Et merci à tous d'avoir écouté cette capsule et on se revoit pour la prochaine. Merci.